Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'avenir de nos ressources en eau. Où se cache-t-elle dans le sous-sol? D'où vient-elle? Et quels sont les outils pour mieux la gérer? Notre invité du jour nous plongera au cœur de son travail. Vous découvrirez aussi des solutions pour préserver cette ressource si précieuse. Dans la suite de l'émission, notre deuxième invité nous dévoilera comment recharger la nappe d'eau souterraine. Et rien n'est exclu, même pas la réutilisation des eaux usées. C'est parti! On pense souvent que l'eau coulera éternellement de notre robinet et pourtant elle manque déjà en France et dans beaucoup d'autres régions du globe. Entre les besoins croissants et l'impact du changement climatique, l'enjeu pour les années à venir est d'assurer la disponibilité et la qualité de l'eau. Face à ces défis, les scientifiques tentent d'affiner toujours un peu plus leur connaissance de cette ressource, comme notre invitée du jour, Géraldine Picot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes hydrogéologue au BRGM. Alors le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, c'est exact? C'est ça. Et alors, quelles sont ces missions en matière de gestion de la ressource en eau, ou en tout cas de connaissance sur la ressource en eau? Alors le BRGM, c'est le service national géologique français et il a plusieurs missions qui traduit les sciences du sous-sol, donc de la géologie, les risques, mais aussi l'eau. Et donc les ressources en eau souterraines, on y travaille pour plusieurs choses, recherche, d'un point de vue recherche, comprendre, améliorer les connaissances. Et puis aussi tout ce qui est service d'appui au public, aux politiques publiques, et puis aussi à l'international. D'accord. Dans ma question, je disais gestion de la ressource en eau. Le BRGM ne s'occupe pas de la gestion à proprement dit, non? Elle aide à donner les éléments pour mieux gérer. Pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Et ce n'est pas le BRGM qui décide de quoi que ce soit, c'est clair. Ok. Je crois que vous éditez aussi des bulletins régulièrement. Exactement, les bulletins de situation hydrogéologique des nappes. De quoi il s'agit? Donc c'est sous forme de cartes. Ça se fait par plusieurs périodes dans l'année, de façon trimestrielle, je pense, et qui donnent des indications sur l'état des nappes. Est-ce qu'elles sont plutôt hautes, plutôt basses? Est-ce qu'elles augmentent, baissent? Voilà, donc c'est un peu le niveau des nappes d'eau souterraine. Alors, on a la dernière à disposition sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous la commenter, nous la décrire? Alors voilà, vous avez la carte de France. Donc toutes les parties colorées sont des endroits où il y a de l'information. Ouais. Les parties grisées, c'est soit il n'y a pas d'information, soit il n'y a pas d'aquifère et d'eau souterraine. Et puis les couleurs traduisent en fait une indication qui est basée sur un calcul des mesures réalisées sur le réseau piézométrique national. Alors, réseau piézométrique, ça veut dire quoi? C'est quoi? Voilà, donc on a des piézomètres, donc c'est un trou, un puits dans lequel on va mesurer le niveau de la nappe. Donc il y en a répartis sur la France et toutes ces mesures sont suivies et collectées et mises dans une base de données nationale et le BRGM analyse ces données-là pour créer des indicateurs qui, en fonction de si c'est plutôt au-dessus d'une moyenne ou en dessous, aura une couleur. Donc on a le bleu pour dire que c'est plutôt haut, le rouge pour dire que c'est plutôt bas. Et parfois, si on zoome un peu, on voit une flèche soit qui descend, ça veut dire que par rapport à la situation d'avant, elle baisse. C'est la tendance en fait. Voilà, exactement. Alors, si on prend un peu de recul, à l'échelle du globe, finalement, les nappes d'eau souterraines, ça représente quelle quantité d'eau douce, quelle part en tout cas de l'eau douce? Alors, sur le globe, on a beaucoup d'eau salée par les océans. Et finalement, on a très peu d'eau douce. C'est à peine 2%, 2,5% d'eau douce. Et dans cette eau douce, celle que vous voyez, c'est l'eau sous forme de glace. Ou celle qui est sous forme de cours d'eau, de lacs ou de zones humides. Et donc, les eaux souterraines ne sont que 30% de cette eau douce. Et on ne la voit... On ne la voit pas, en fait. On ne croit pas la voir. Enfin, on la voit, mais quand elle déborde. Mais on ne la voit pas et c'est 30% d'eau douce. Ouais.
Ça paraît peu, mais pourtant c'est essentiel en tout cas pour notre survie, pour notre alimentation en eau, en eau potable. Exactement. En France, on utilise beaucoup l'eau souterraine pour la production d'eau potable. L'eau potable vient à 2/3 à peu près des eaux souterraines. Alors avant de mieux comprendre le fonctionnement des eaux souterraines, on s'est amusé à tester les connaissances des passants avec un mot mystère. On a choisi aquifère. Écoutez ce que ça leur évoque. Aquifère, vous avez dit? Je sais pas, c'est un lien avec l'eau ou... Donc c'est peut-être l'oreille, non? Je sais pas, c'est un poisson, c'est... Quelque chose qui porte de l'eau. Voilà. Un aqueduc, par exemple, qui porte de l'eau, des canalisations peut-être. C'est un rapport avec l'eau, bien sûr. Aquifère? C'est lié à l'eau pour aqua, mais je sais pas, c'est les milieux où il y a de l'eau. Un aquifère, c'est un bassin qui contient plein d'eau. Aquifère, oui, c'est les zones où on retrouve l'eau sous terre, voilà. Bon, alors globalement, ils ont le rapport avec l'eau, hein, jusque-là tout va bien. Mais après, ça devient un peu plus flou. Hein. Est-ce que c'est un bassin, un aqueduc? Bon, on est un peu perdu. Vous nous avez ramené une super maquette pour nous expliquer ce qu'on appelle un aquifère. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer assez simplement? Oui, donc en fait, la personne qui dit que c'est ce qui porte l'eau, elle a récupéré les racines latines du mot, donc ce qui lui a permis de trouver une signification. Et par contre, l'explication aqueduc, etc., c'était plus ça. On s'éloigne là. Donc on est vraiment dans des terrains souterrains qui, en fait, sont poreux et contiennent de l'eau dans cette porosité. Et donc cette maquette qui est ici présente, c'est une illustration de ce qu'on ne voit pas. Donc on imagine qu'on fasse une tranche de sous-sol et on vient regarder ce qui se passe sur la face. À quoi correspondrait l'aquifère? Alors l'aquifère correspondrait à toutes les roches qui sont poreuses. Donc là, on voit bien le blanc, par exemple, la couche blanche. Mais en fait, si on regarde, il y a la couche marron, etc. En fait, elles sont toutes poreuses et elles ont, les pores sont connectés entre eux et peuvent contenir de l'eau qui circule. Et on appelle ça une roche aquifère. Alors, on entend aussi parler souvent de nappe phréatique. Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout? Oui, disons que la nappe phréatique, c'est plutôt la nappe des puits. Phréatique, c'est les puits. Donc, ça va être plutôt les puits proches de la surface, un peu les puits anciens, quand on met le seau dedans pour prendre l'eau. Donc, ça va être plutôt les nappes d'eau souterraine de surface, les premières qu'on rencontre, en fait. D'accord. Alors, si je comprends bien, sur votre maquette, l'eau, elle est stockée dans des interstices. C'est jamais des grandes cavités remplies d'eau, comme on pourrait l'imaginer? Ça existe aussi, ça s'appelle un système karstique. Okay. Donc c'est une roche particulière qui a une vie qui a été creusée par l'eau justement et dont les fissures se sont agrandies et donc circule l'eau aussi par ces fissures grandes dans lesquelles on fait aussi des fois de la spéléologie. Voilà. Mais sur cette maquette-là, la plupart en fait sont des aquifères poreux de type comme sur la maquette. Donc l'eau est partout en fait sur la couche blanche, sur la couche marron, etc. Et alors, comment se rechargent les nappes d'eau souterraines? Alors, selon plusieurs principes, le principe majeur, en tout cas en France, c'est la pluie. Donc, l'eau qui tombe à la surface du sol va, en fait, en fonction de la saison, peut traverser le couvert de surface et atteindre progressivement l'eau souterraine. Encore faut-il qu'il soit perméable. Voilà, donc il faut que ça soit perméable et il faut qu'il y ait une activité sur la surface qui ne soit pas consommatrice d'eau, comme la végétation. Donc la recharge, elle se fait principalement en hiver, en tout cas en France métropolitaine, en hiver, lorsque la végétation est en dormance, ou l'eau qui arrive de façon continue, puisqu'on est en hiver, l'eau elle est tout le temps présente, elle est assez continue en pluie, elle arrive et elle peut s'infiltrer au fur et à mesure et recharger la nappe. Donc je sais pas, je peux vous montrer. Oui, une démonstration. Alors il faut que j'aille chercher de l'eau. Je disparais. Ouais. C'est un spectacle de magie. Mais je reviens. C'est l'aspect magique des choses. Donc là, il faut imaginer, évidemment, sur la maquette, ça va se passer très vite. En vrai, on verra peut-être pas ça comme ça. Mais admettons qu'il pleuve. Et vous pouvez voir, par exemple, sur cet endroit où il pleut,
vous pouvez voir peut-être l'eau qui s'infiltre plus en profondeur. Alors là, on a de l'herbe, on imagine qu'elle dort. Hein. Ok. Voilà. Et donc, normalement, vous pouvez voir augmenter, l'aquifère se remplit. Et vous pouvez même voir ici sur la maquette qu'il y a une relation avec l'eau de surface, là, le petit lac bleu, là, et qui s'est élevé. Ça permet de faire monter le niveau du lac à proximité. Voilà, du lac, d'une zone humide, d'une rivière. Voilà, Et donc, comment on récupère de l'eau qui est dans ces nappes, puisque on l'a dit, c'est 2/3 de notre eau potable qui vient des eaux souterraines. Comment on récupère alors que c'est plein de petits interstices, c'est partout? Donc on fait des forages et on construit des puits. Donc forage, puits, enfin l'ancêtre du puits en fait, et qui vient en fait, le puits laisse passer l'eau par des trous qu'on appelle la crépine. Et cette eau en fait, on vient mettre des pompes et on vient aspirer l'eau de ce puits, de ce forage. Et comme tout est connecté, ça appelle en fait l'eau souterraine de l'aquifère. Donc, et ça vient. Ça peut se voir sur la maquette? Alors, ça pourrait être, on va dire, ici, ça pourrait être un puits, mais par exemple, on pourrait très bien se dire que c'est ça le puits, par exemple. Là, ici, tout est percé, on imagine que c'est le puits, ce qui est pratique pour pouvoir mettre ses mains dedans. Donc là, par exemple, j'imagine que la pompe, on prend l'eau avec la pompe qui est mon verre, en fait. Et normalement, le niveau s'abaisse. Ouais, c'est en train de descendre de l'autre côté. Et donc là, tout s'abaisse. Les niveaux d'eau souterraine s'abaissent. Et puis, ça peut avoir des incidences en surface, si c'est lié en surface ou en tout cas ailleurs. On imagine bien que c'est pas facile d'étudier ça, puisque c'est sous nos pieds, donc par définition, c'est invisible. Donc, modéliser, essayer de mieux comprendre ce qui se passe sous nos pieds, c'est votre travail. Et je vous propose qu'on le découvre dans notre prochaine séquence, le Science en Action. Alors, Lorraine, tu te mouilles pour nous expliquer comment travaillent les scientifiques? On va essayer, exactement. Donc, tu l'as dit, Jean, par définition, c'est souterrain, on ne peut pas voir ce qui se passe sous nos pieds. C'est un peu comme la tuyauterie de notre maison, on n'a pas trop d'idée de où passe l'eau. Et c'est là que vous intervenez, Géraldine, en créant des outils de modélisation. Alors concrètement, qu'est-ce que vous modélisez? C'est une poche d'eau, un aquifère, tout un bassin versant? Comment ça se passe? Alors, je ne crée pas les modèles, j'applique des outils de modélisation. J'ai des collègues qui font ça très bien, qui sont des numériciens et qui utilisent des formules mathématiques qui représentent la physique de l'écoulement d'eau souterraine et qui utilisent ces techniques de calcul pour pouvoir justement prendre en compte l'effet de pluie, l'effet de consommation d'eau, d'évapotranspiration par les plantes, de recharge, de ruissellement, d'arrivée d'eau dans l'aquifère. On essaie de capter tout ce qui sort et tout ce qui rentre. Voilà, c'est ça. Donc, pour pouvoir le faire, pour pouvoir appliquer ces modèles, il faut tout d'abord analyser le territoire sur lequel on travaille, sur lequel la question est posée. D'ailleurs, pourquoi on devrait calculer quelque chose? En général, c'est parce qu'on a besoin d'eau, on a besoin de volume. Est-ce que les volumes qu'on va utiliser sont en équilibre avec le système? Est-ce que si j'implante telle activité en surface, quel impact ça aura sur l'eau souterraine qui est utilisée pour de l'eau potable, mais pour de l'eau industrielle, agricole, Donc etc. ça peut être aussi bien des collectivités locales, publiques, que un industriel qui voudrait faire un forage? Oui, voilà. Okay. Des fois, ce sont des situations qui sont... Alors moi particulièrement, et surtout au Bergem, on travaille sur des territoires où il y a plusieurs usages. Et souvent, en fait, on est confronté à on met cet outil en place justement pour récupérer toutes les informations sur le territoire, analyser toutes ces situations, voir en fait quel est le processus d'écoulement majeur qui est en lien avec la question posée. Est-ce que c'est juste de l'écoulement donc on dira quantitatif, ou est-ce que c'est une problématique qualitative, auquel cas il faut regarder quelle est la chimie de l'eau, quels sont les polluants qui transitent et d'où proviennent-ils, et on essaye de mettre tout ça ensemble et se dire, voilà, le phénomène majeur qui répond à la question, c'est celui-là, par rapport à tout un tas d'analyses des données qu'on collecte ou qu'on acquiert sur le terrain. Les données, c'est quoi? C'est le débit d'un fleuve? C'est
Vous calculez le millimètre de précipitation qu'on a sur une journée? C'est ça, c'est la pluie. Donc, c'est souvent d'autres organismes comme Météo France qui créent et qui utilisent cette donnée collectée et qui nous la fournissent. C'est toutes les cours d'eau, les débits, les niveaux des cours d'eau, les prélèvements, quels sont les usages qui utilisent combien en fonction du temps, les occupations du sol, est-ce que c'est des villes, est-ce que c'est des forêts, est-ce que c'est des parcelles agricoles, etc. Et puis après, là c'est là où nous on est, où c'est le BRGM qui crée un peu cette information-là. Quelle est la géologie de notre sous-sol qui est liée à un aquifère, puisqu'il y a les aquifères, mais qui peuvent être séparés par des couches qui sont imperméables. Et il faut connaître toute cette structure-là. On crée la géométrie en 3D de ces systèmes et on vient y mettre tous les usages, toutes les entrées et sorties possibles sur un territoire. C'est énorme comme travail. Enfin, c'est un gros travail. Il y a beaucoup de gens qui prélèvent de l'eau sur un territoire. Tout dépend. Vous avez travaillé pour Lille, par exemple. Enfin, c'était pour la métropole de Lille. Oui. Quelle était leur question? Sur la métropole de Lille, donc c'est particulier, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs ressources à disposition. Souterraines profondes, donc il y a un aquifère transfrontalier avec la Belgique. D'accord. Ils ont une ressource plutôt de surface qui est la nappe de la Craie, mais ils vont aussi chercher de l'eau chez leurs voisins. Au souterrain de la Craie, haute surface sur sur un cours d'eau, qui est la Lys. Et puis, tous ces acteurs-là doivent interagir pour savoir comment faire avec leurs besoins en eau et leurs ressources en eau, tout en garantissant la qualité d'eau. Donc, en fait, ça peut devenir extrêmement compliqué et complexe, où là, le petit calcul de coin de table n'est plus du tout suffisant. Et donc, on utilise ces modèles numériques maillés. Donc, on quadrille en fait le territoire. Et en chacune des mailles, on vient donner des caractéristiques de paramètres d'écoulement et d'utilisation des eaux souterraines. Et sur le territoire de l'île, ça se complexifie encore un peu plus quand on prend en compte l'histoire du territoire, c'est ça? Avec tout ce qui s'est passé, le passé minier. Finalement, ça aussi, il faut le prendre en compte dans le... Oui, à grande échelle. Alors à Lille, c'est vrai que c'est un peu plus au nord que le bassin minier, mais comme il y a des interactions et du transfert d'eau, et en plus dans une zone qui est très inondable, puisque c'est le début de la plaine des Flandres, et là, on a aussi ce passé minier et très industriel qui a amené énormément de pollution. On a quand même des sites pollués, je pense que c'est la majeure partie des sites industriels sont sur ce territoire, et donc qui amène à une contamination des eaux souterraines. Parce que là, on parle d'une métropole qui veut récupérer de l'eau potable, donc la qualité rentre en jeu. Voilà. Et donc, ce qui était cette métropole a investi sur le fait d'avoir ces outils-là à disposition et à former des gens en interne pour pouvoir utiliser les outils qu'on crée. Pour eux. Et c'est vrai qu'il y a eu ce partage et cet échange d'outils de modélisation et qu'ils utilisent maintenant pour créer leurs scénarios propres. Par exemple, ils ont plus d'habitants, donc ils doivent prendre plus d'eau, ou il y a un industriel qui s'installe, qui doit faire un forage, et ils font varier les paramètres dans le modèle pour savoir si on va avoir assez d'eau pour tout le monde. Voilà, c'est ça, par exemple. Je résume peut-être beaucoup trop. Alors, peut-être pas les autres, mais en tout cas, leur propre champ captant pour produire l'eau potable, puisque c'est eux qui gèrent leur propre champ captant. Et c'est quoi un champ captant exactement? Des forages, ou plusieurs forages, ou des groupes de forages. Voilà. Okay. Et c'est vrai que, après... Voilà, comment ils l'utilisent, il faudrait les inviter et leur poser la question exactement comment ils l'utilisent en interne. Ils ne changent que les usages. Nous, on crée toute la partie, on va dire, physique, hydrogéologique, et eux ne changent plus les paramètres de ce point de vue-là. Et si on va un petit peu plus dans le détail de ça, justement, de la création, de tous ces paramètres, etc., jusqu'où vous allez? Jusqu'à quelle finesse vous allez de détail? Alors, tout dépend de la question posée.
C'est-à-dire que là, on parle de modèles ou d'analyses sur des territoires qui, là, c'était la région Nord-Pas-de-Calais. Okay. Donc ça peut être assez grand. Et c'est d'ailleurs une spécificité du BRGM, justement, de travailler à ces échelles-là. Par contre, on peut aussi, grâce au projet de recherche, aller un peu gratter certains processus qui pouvaient être considérés négligeables à une certaine échelle, mais qui, en fait, dès qu'on commence à regarder un peu plus près, ils deviennent prépondérants, ils deviennent importants. Vous avez un exemple ? Par exemple, pour le calcul de la recharge. Donc, on va calculer la recharge de façon assez globale, peut-être grossière quand on travaille à l'échelle d'une région. Mais dès qu'on va travailler à l'échelle d'une parcelle pour savoir quelles sont les pratiques culturelles, est-ce que ça a un impact, ce qui est mis sur les champs, par exemple, est-ce que ça aura un impact sur la qualité en termes de pesticides, etc. Là, il va falloir aller vraiment plus fin dans le détail de ce qu'on appelle la zone non saturée. C'est la partie de l'aquifère où il n'y a pas d'eau entièrement qui remplit la porosité. Et là, l'équation mathématique qui régit les écoulements d'eau souterraine n'est plus la même. Donc, il faut qu'on prenne en compte cette phase gazeuse qui est là et qui change tout, en fait. Donc, à chaque fois qu'on va changer d'échelle, d'étude ou de ce dont on veut affiner l'information, il faudra qu'à chaque fois on se repose la question quel est derrière la physique, la loi physique qui correspond. Et des fois, on ne sait pas. Donc des fois, il faut faire des expérimentations en laboratoire sur le terrain pour justement trouver cette formulation. C'est beaucoup de maths derrière en fait. Hein. Ouais. Alors heureusement, il y a des mathématiciens. Et j'imagine que dans un contexte de changement climatique, c'est aussi des modèles qui peuvent servir de base à des modèles prédictifs pour mieux gérer à l'avenir dans un contexte potentiellement de sécheresse ou de précipitation incertaine. Oui, c'est ça. Les modèles, une fois qu'on les juge corrects, ou relativement pas trop faux. En tout cas, c'est ceux qui rassemblent le plus la connaissance sur un outil en fait. En plus, tous les acteurs sont autour de la table, donc on peut tout de suite en discuter. Ça, c'est utilisé pour justement des situations futures. Donc là, vous parliez de changement climatique, donc on va être sur des échelles sur 100 ans, par exemple. Donc on a alors pas moi particulièrement, mais les collègues qui travaillent justement à l'utilisation des scénarios du GIEC pour pouvoir justement les traduire en régime de pluie et puis d'évapotranspiration pour pouvoir justement calculer quel sera le comportement des eaux souterraines en fonction de la recharge calculée par ce scénario nouveau. Alors justement, les sécheresses, c'est dans l'actualité, on en entend beaucoup parler. Donc on retourne voir le public pour connaître leur ressenti face à ces épisodes de sécheresse à répétition. Écoutez-les. Ça pose problème actuellement, la sécheresse en France et puis dans le reste du monde aussi. Parce que l'eau, c'est vital. Donc, On pensait que l'eau, c'était quelque chose qui était abondant. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, ça redevient quelque chose de rare. Déjà, au niveau de l'agriculture, je pense que ça va poser un problème très très sérieux. Il y a des endroits où il n'y a pas plu depuis très longtemps et c'est assez préoccupant. Par exemple, l'année dernière, chez nous, tout était grillé. On est dans le sud-ouest. Il y a beaucoup de beaux discours, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place pour réellement gérer ses ressources en eau. Peut-être qu'il n'y a pas assez de contrôle sur certaines choses, comme ne pas laver ses voitures. Moi, j'en ai vu dernièrement. Je crois comprendre qu'il va falloir faire des sacrifices. Bon, faire des sacrifices. Vous ne travaillez pas directement sur la question de la sécheresse, etc., mais bon, vous y êtes un peu confrontés. Est-ce que les gens ont raison d'être inquiets par rapport à ces questions-là ? Oui. De toute façon, soit elle manque, soit elle inonde. Donc, dans tous les cas, c'est vrai que l'eau, c'est vraiment difficile. Enfin, à dompter, je pense que c'était l'enjeu de l'humanité. Mais oui, j'ai entendu des choses qui sont toutes vraies et qui posent question, mais c'est vrai que... Donc là, si on parle de sécheresse, ce qui est embêtant, c'est justement la sécheresse des sols aussi. Donc là, les vagues de chaleur, et voilà, donc ça, c'est complexe. C'est surtout en été. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la sécheresse hivernale, puisque c'est elle qui va vraiment définir la recharge de la nappe qui sera utilisée pendant la sécheresse estivale. Donc en fait,
quand vous disiez, est-ce que nous, on gère l'eau, on ne la gère pas, mais on aide à apporter des informations pour ceux qui doivent la gérer. Enfin, comme c'est un bien commun partagé, voilà, on donne des éléments pour discuter. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous vouliez revenir, parce que vous disiez justement qu'il y a des choses pas tout à fait plutôt fausses qui ont été dites dans le micro-trottoir. Est-ce qu'il y a certains éléments sur lesquels vous souhaitez revenir en particulier ? Oui, pas forcément fausse, mais c'est vrai que c'est sûr que, en fait, par exemple, quand on dit c'était abondant puis ça devient rare, en fait, qu'est-ce qui devient rare ? L'eau de qualité potable ou l'eau tout court ? En fait, à chaque fois qu'on va parler d'un manque, en fait, c'est par rapport à quoi ? Et surtout, si on pollue toutes nos ressources en eau, forcément qu'elle va manquer, même si on est inondé, en fait. Parce qu'en fait, il y aura plus à disposition de ressources en eau utilisables sans la traiter, sans amener des processus de nettoyage de l'eau avant de pouvoir la boire. Et alors, pour se renseigner sur l'état des nappes souterraines, il y a différents outils à disposition, et notamment l'application mobile InfoNapp. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette application ? Sur quelles données elle s'appuie ? Alors, l'application InfoNapp, utilisable par tous depuis les smartphones, c'est le même genre c'est exactement la même information que ce qui est sur la plateforme Hades, donc qui collecte et qui met à disposition à tous les données du sous-sol, de l'eau du sous-sol, donc les niveaux des nappes et la qualité de l'eau de la nappe. Et donc on peut voir la dynamique, l'endroit où il y a une mesure et la dynamique en fonction du temps de cette nappe qui bouge en fonction de la recharge, des usages, etc. Donc derrière cette application, ce sont toutes les données du réseau piézométrique national que collecte le BRGM et met en place dans cette base de données Hades. Et c'est aussi disponible sur le site Infoterre du BRGM. Très bien. Merci Géraldine, c'est clair comme de l'eau de roche. Dans la suite de l'émission, nous allons examiner les solutions pour préserver nos ressources en eau souterraines. Peut-on recharger les nappes phréatiques ? La réutilisation des eaux usées est-elle envisageable ? Ces solutions sont-elles suffisantes pour éviter de tomber à sec dans les années à venir ? On découvre ça avec notre prochaine invitée. Elle travaille avec vous au BRGM. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Marie Pettenati. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous êtes hydrogéochimiste au BRGM. Oui. Vous travaillez ensemble toutes les deux. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble ? Ça fait une quinzaine d'années, je pense, ouais. Vous vous connaissez bien ? Oui. Alors, vous travaillez dans le but de mieux gérer et de préserver la ressource en eau souterraine. Alors, forcément, pour ça, on veut mettre en place des solutions et elles dépendent évidemment de nos usages. Donc Marie, je vous propose de commencer par planter le décor. Autrement dit, qui consomme quoi, quand, où, pourquoi faire ? Alors, nous consommons tous de l'eau, nous en avons tous besoin. Il faut savoir que nos besoins s'élèvent à peu près à 32 milliards de mètres cubes en France. Et c'est réparti entre des usages d'eau potable, des usages pour l'agriculture, des usages pour l'industrie et des usages aussi pour l'énergie. L'énergie, ça va être refroidir les centrales nucléaires. On y pense moins souvent, ça. Voilà, on y pense moins souvent, mais il faut savoir qu'il y a une consommation. Il faut bien diviser ces deux notions de consommation et de retour de l'eau au cycle. Le nucléaire va consommer 15% de cette eau qui ne retournera pas au cycle au niveau liquide. Et sur tous les usages d'énergie, y compris les centrales hydroélectriques, on enlève 50% de ces prélèvements en eau. Donc on est à peu près à 17 milliards pour l'eau potable, l'irrigation et les usages industriels. Alors pour bien comprendre, parce que quand on dit consommer de l'eau, en général on pense à la boire, etc. Les centrales nucléaires ne boivent pas d'eau. Où passe cette eau ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Alors pour les centrales nucléaires, en fait, c'est ces grands nuages blancs que vous voyez au-dessus des centrales, c'est l'eau qui se remet dans le cycle, mais sous forme de vapeur, donc pas liquide. Pour l'eau potable que nous consommons, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la boire, on va la mettre dans les toilettes, elle va retourner en station d'épuration. Ces stations d'épuration, pour la plupart, elles rejettent ces eaux usées, traitées dans le milieu naturel, elles retournent au cycle via nos cours d'eau. Pour l'irrigation, par contre, on va utiliser cette eau au moment où les plantes en ont plus besoin, donc à la période estivale. Géraldine l'a expliqué plus tôt, la recharge de nappe ne se fait plus à ce moment-là, c'est la plante qui prend, et la plante prenant, le reste s'évaporant, l'eau pareil ne retourne pas au cycle sous forme liquide.
Et alors, au-delà de la sobriété, les solutions à envisager, elles sont multiples. Il y a toute une panoplie de solutions. Vous parlez de mix hydrique, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution magique, une solution miracle pour gérer sobrement notre ressource en eau. Vous l'avez dit, la sobriété, c'est quoi? Ce sont les économies d'eau qu'on peut faire un peu partout, dans tous les domaines. Et on a des solutions d'adaptation au changement climatique pour gérer cette eau qui vont être de l'ordre de stocker l'eau. Donc il y a la recharge maîtrisée d'aquifères, il va y avoir les solutions fondées sur la nature, il va y avoir aussi le recours à de l'innovation en termes d'irrigation, de la micro-irrigation, utiliser le moins d'eau possible pour irriguer les champs. On va avoir des process qui sont aussi optimisés dans les procédés industriels, des process de recyclage, de réutilisation successive d'eau. Et puis Géraldine a parlé aussi de quelque chose qui est très intéressant, c'est de connaître très bien sa ressource, la gérer grâce au modèle, mettre les usagers autour de la table pour réfléchir aux moyens d'utiliser cette eau de façon la plus optimale possible. Et ces panoplies de solutions, c'est des choses c'est comme une boîte à outils finalement. On Exactement. prend ce qu'on a besoin sur le territoire en question, on adapte. C'est pas des choses qu'on met au fur et à mesure, étape par étape. Il n'y a pas une hiérarchie dans l'ordre dans lequel on met en place ces solutions. Non, on ne peut pas rendre générique l'usage de ces solutions parce que chaque territoire est unique. Chaque territoire a sa propre consommation due à ses installations industrielles, à son économie, à sa population. Les grandes métropoles ne vont pas consommer autant d'eau que dans les petits villages. Et puis, chaque territoire a une dépendance à son milieu naturel, d'où vient l'eau. Dans certaines régions, c'est presque 90% de l'eau potable qui provient des eaux souterraines. D'autres régions, comme en Vendée, je pense, n'ont pas de grosses masses d'eau souterraine et donc dépendent exclusivement des eaux de surface pour leur alimentation en eau potable. Donc ça ne va pas se gérer pareil, on ne va pas implémenter les mêmes solutions aux mêmes endroits. Alors, je voudrais qu'on se concentre sur une solution en particulier. Vous avez évoqué la recharge maîtrisée des aquifères. Vous allez nous présenter, grâce à la maquette, en quoi ça consiste. Toutes les deux, vous formez un duo parfait. Donc, vous allez nous présenter ça. En quelques mots, Marie, en quoi ça consiste? Alors, la recharge maîtrisée, on dit maîtrisée parce que c'est l'homme de sa main qui va artificiellement, avec une eau de différentes sources, recharger, stocker l'eau dans le milieu souterrain. Cette eau, elle peut être de plusieurs sortes. Ça peut être des eaux de pluie, des eaux d'orage, des eaux de surface, des eaux de rivière ou des eaux usées traitées. Très bien. Alors, vous allez nous faire la démonstration, Géraldine, sur la maquette. Oui, on peut le faire de différentes façons. L'idée, c'est de maîtriser aussi les risques qui peuvent être liés aussi à cette pratique. Donc là, je vais vous faire une démonstration sur la maquette d'une des techniques possibles. Voilà, depuis la surface par bassin d'infiltration. Donc Marie, j'ai besoin de ton aide. Parce que l'idée, c'est d'aménager en surface, par exemple, un bassin dans lequel on va favoriser l'infiltration de l'eau sélectionnée. Donc ça nécessite quelques installations quand même. Voilà, donc mais ça peut être très simple. Ça peut être un bassin topo dans lequel on vient mettre des roseaux. On creuse un peu le sol, comme vous allez faire. On creuse un peu. Donc là, en fait, on va aménager et puis on va creuser un tout petit peu. Ça peut être des fois 50 cm de profondeur. Ah oui, seulement? Oui, c'est rien du tout. Et tu peux mettre ça. Donc voilà. Et on va aménager l'arrivée de l'eau en fait qu'on veut recharger. Donc moi, je suis toujours avec mes gobelets. C'est parti. Mais donc là, on simule finalement. On pourrait recharger. Donc là, ça pourrait être les eaux usées, les eaux de pluie qu'on a récupérées. Traitées, donc en plus, ça tombe bien. Il y a écrit Agon-Coutainville. Donc comme c'est un site sur lequel on a pas mal travaillé. Et le bassin d'infiltration va recharger la nappe. Alors, soit on veut recharger, soit on cherche. Il y a peut-être un autre objectif, c'est ne pas polluer en rejetant le cours d'eau. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que l'eau de cette qualité initiale va progresser dans l'aquifère. Et il va se passer un écoulement, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi des réactions chimiques et micro-biogéochimiques. Mais là, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on met des eaux usées donc traitées pour recharger les aquifères. Est-ce qu'on n'a pas un risque, finalement, de polluer les nappes d'eau douce avec ces eaux-là ?
Alors le risque, il n'est pas négligeable. C'est pour ça qu'on travaille sur des combinaisons de traitements qui sont fortement avancées et on sait faire quasiment de l'eau pure à la sortie d'une station d'épuration. D'ailleurs, Géraldine et moi, on a pu tester cela en Californie sur un grand site là, dans la région de Los Angeles. Ils traitent leurs eaux usées traitées, ils les rechargent par des grands bassins dans les nappes d'eau souterraines. Mais à la sortie même de la station, le traitement est tellement poussé, ils reminéralisent même l'eau à la sortie de leur traitement qu'on peut la boire. Et vous voyez, on est encore là. Par contre, tout ça, donc c'est une gestion du risque. On a pour chaque usage une qualité d'eau à respecter et une solution, c'est de combiner ces traitements qui sont fortement avancés et qui ont un coût monétaire, un coût énergétique, avec des solutions plus naturelles, et notamment le pouvoir épurateur du sol, qui permet de retenir avec une filtration physique les éléments potentiellement contaminants, les bactéries qui peuvent dégrader aussi les matières organiques. C'est vrai, on n'en a pas parlé jusque-là, mais effectivement, l'eau, au fur et à mesure de son voyage dans le sol, elle va se décharger un peu de ses polluants, de quelques contaminants. C'est son rôle naturel de filtre. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça dépend de pourquoi on fait la recharge. Est-ce qu'on n'a pas de lieu de stockage ou pas d'aquifère d'eau de bonne qualité, par exemple, on a des eaux salées. Ouais. Pourtant, on pourrait stocker de l'eau douce, puisque par différence de densité, on peut stocker de l'eau douce à l'intérieur d'un aquifère qui est rempli d'eau salée. Elle vient se mettre au-dessus de l'eau salée ? Au-dessus, ou en tout cas, elle se mélange pas si on l'injecte d'une façon spécifique pour garantir ces deux phases en fait. Et on vient la réutiliser, on la repompe plus tard, alors qu'on n'avait pas d'endroit de stockage ni d'eau souterraine, d'eau douce. Et en préparant cette émission, vous nous avez parlé même de recharge maîtrisée des aquifères qui pourrait permettre même d'améliorer de l'eau souterraine déjà présente. C'est le cas, je crois, vous nous parliez des Pays-Bas et de l'Espagne. L'eau devient un peu... Sur la salinisation, en fait, effectivement, milieu côtier. Parce qu'il y a plusieurs façons, soit c'est de l'eau, comme vient de le dire Marie, de l'eau qui est tellement traitée et épurée avant d'être infiltrée qu'elle est parfois de qualité meilleure que l'eau souterraine. Donc là, c'est vrai que ça vient, par exemple, sur une eau de mauvaise qualité, en nitrate par exemple, on vient recharger de l'eau épurée et du coup, on apporte une meilleure eau. Mais c'est vrai que sur les espaces côtiers, où on a une forte pression, surtout en France, avec le tourisme et puis les besoins en eau, surtout en période estivale, là où on en a le moins, etc. Et on vient pomper l'eau parfois à proximité de la mer et on vient provoquer l'intrusion saline de l'eau de la mer, de l'océan, dans les aquifères d'eau douce. Et là, ça devient problématique parce qu'une fois que l'eau salée est dans l'aquifère, pour l'enlever, ça devient vraiment difficile. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des techniques de recharge maîtrisées par puits, par bassin, pour justement faire des barrières hydrauliques pour justement laisser l'eau salée près de la côte et protéger les fameux champs captants qui sont utiles pour l'eau potable. Alors Marie, il faut bien comprendre, il faut bien que les gens comprennent qu'avec cette technique-là, on n'essaye pas de créer une nouvelle ressource. Non. On essaye de répondre à une question donnée sur un territoire, comme vient de le dire Géraldine. On essaye de remettre à l'équilibre des aquifères qui sont dégradés, soit en qualité, soit en quantité. Alors parmi les mesures, il y a la réutilisation massive des eaux usées traitées. On l'a évoqué, donc ça peut être une source pour alimenter les aquifères qu'on veut remplir. Il prévoit quoi Alors, la réutilisation massive, peut-être pas, mais en tout cas, il y a plus de 1000 projets là, qui sont prévus d'accélérer la réutilisation d'eau usée traitée en France, sachant qu'aujourd'hui, on est à moins de 1% de réutilisation de nos eaux usées traitées, ce qui n'est pas grand-chose, par rapport à l'Italie ou l'Espagne, qui sont respectivement autour de 15 à 8% de réutilisation de leurs eaux usées traitées, et des pays à l'extrême comme l'Israël, qui n'ont pas d'eau et qui sont à 80% de réutilisation de leurs eaux usées traitées. Ce qu'il faut distinguer sur ce système de réutilisation d'eau usée traitée, c'est la réutilisation d'eau directement à la sortie de la station d'épuration. On va plugger des tuyaux et on va l'utiliser pour l'irrigation, par exemple. Ça se passe à Clermont-Ferrand en France. Il y a sur la station une zone de rejet végétalisée à la sortie de la station d'épuration et ensuite les eaux sont utilisées pour irriguer les champs autour. Et puis distinguer le fait qu'on a
besoin de stocker cette eau parce qu'on n'en a peut-être pas besoin tout de suite, et donc qui s'intègre dans la thématique de la recharge maîtrisée d'aquifères. Et à ce moment-là, on n'est plus vraiment sur une réutilisation, on est sur une utilisation de la ressource, puisque dès lors que la goutte d'eau aura traversé la zone non saturée en eau et rejoint l'aquifère, elle devient une eau souterraine en France. Mais alors après, utiliser les eaux usées et les traiter, ça a forcément un coût économique, vous l'avez un peu évoqué juste avant, ça a aussi un coût énergétique. Du coup, on peut se baser sur d'autres solutions, des solutions basées sur la nature. En quoi ça consiste là aussi? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors les solutions fondées sur la nature, elles permettent d'apporter des bénéfices à la biodiversité, des bénéfices aux hommes, et ça peut être des solutions qui sont préexistantes, comme les zones humides. Les zones humides, c'est des énormes éponges en fait qui gardent des sortes de marais. Voilà, des sortes de marais qui gardent l'humidité sur un territoire donné, qui ont un gros pouvoir épurateur également. On a les zones d'inondation de cours d'eau en fait à réhabiliter. L'homme a beaucoup mis sa main sur le cours des ruisseaux, des fleuves, et ces solutions, ça consiste des fois à juste réhabiliter en fait des zones d'inondation qui étaient naturelles pour prévenir justement à d'énormes inondations possibles. Donc c'est un peu de la gestion des risques, et ce qu'il faut comprendre avec les solutions fondées sur la nature, c'est que généralement c'est des solutions qui sont, qu'on dit low cost, peu chères, et qui permettent d'éviter des catastrophes qui, elles, coûtent très très cher. Donc il y a tout intérêt à se baser sur ces solutions. Mais ça peut être aussi des espaces verts réhabilités en ville qui créent des zones de fraîcheur. On y pense un petit peu moins, ça permet d'atténuer le bruit dans les grandes métropoles, et ça permet de favoriser le retour de l'eau de pluie directement à la nappe et de remplir nos stocks d'eau. Et il y a une notion aussi à ne pas oublier, c'est que lorsqu'on favorise cette infiltration, on diminue un petit peu la vitesse de retour de cette eau aux exutoires vers la mer, ce qui permet de retenir l'eau sur le territoire et d'en bénéficier pour tous les usages. Parfait, merci à toutes les deux. Alors la solution la plus rapide à mettre en place, c'est encore de réduire notre consommation d'eau. On a donc demandé au public de nous partager ses idées pour économiser l'eau au quotidien. Regardez. Je vais vous dire, je les connais, mais je ne pratique pas du tout. Je me fais engueuler par ma sœur, par ma femme. Alors moi j'ai un compost et je dépose mon urée sur mon compost plutôt que de tirer une chasse d'eau. Ne pas jeter n'importe quoi dans les caniveaux. Ne pas laisser l'eau très longtemps. Les douches aussi, où j'utilise très peu d'eau. Donc je me mouche, je me savonne, je me rince. On n'a pas de baignoire, mais donc éviter les bains. Ne serait-ce que de pas mettre de remplir l'évier d'eau en fait pour faire la vaisselle, voilà des petites choses comme ça. Pour économiser l'eau, on peut penser à bien fermer les robinets et pas laisser couler pour tout et n'importe quoi. Et même à certains endroits, les gens ont des poches, de grandes poches de récupération, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà. Donc depuis 12 ans, on a une micro-station d'épuration. Donc l'eau qui sort de chez nous, nickel quoi. Il n'y a même pas d'algues. C'est un bien commun, l'eau, et il faudrait que tout le monde vraiment fasse attention à ça. Ouais. Marie, les micro-stations d'épuration à domicile, ça existe vraiment ça? Ah oui, c'est l'assainissement non collectif. Ouais. Il y a des maisons qui sont isolées en campagne et qui ont besoin d'épurer leurs eaux. Et donc généralement, sur les petits hameaux, ce qui se passe, c'est qu'il y a des systèmes de zones de rejet végétalisées, et c'est une solution fondée sur la nature. Donc c'est des grands filtres à sable sur lesquels on plante des roseaux, et c'est la combinaison du lit bactérien qui se fixe sur ces roseaux et le milieu poreux qui fait qu'on arrive à épurer les eaux. Géraldine, qu'est-ce que vous pensez des conseils que nous ont donnés les gens? Oui, c'est rigolo. C'est vrai que limiter notre utilisation par plein de techniques. Alors, il y a plein d'innovations, ne serait-ce que le petit robinet, réducteur de débit. Réducteur de débit. Donc, on attend plus de temps pour remplir notre cafetière. Mais ça permet, quand on se lave les mains et tous les usages réguliers, de limiter les ressources. Donc, du coup, moins capter dans les eaux souterraines. C'est vrai que le côté, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les tuyaux en fait. Mais c'est vrai que c'est pas que les usages de l'eau eau potable. Donc c'est vrai qu'il y a tous les autres usages, et parfois ils sont un peu concentrés et peut-être pas au bon endroit, et donc du coup faut se mettre d'accord autour de la table des volumes qui sont utilisés. On l'a vu, il y a d'autres consommateurs comme l'agriculture, l'industrie. Donc est-ce qu'on a d'autres moyens d'agir à plus grande échelle par exemple? En fait tout revient à se poser la question de qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on consomme en général, et pas que l'eau en fait, parce qu'on va réduire notre robinet, mais derrière on va s'acheter
acheter plein d'habits qui consomment extrêmement d'eau, etc. Et tout ça, tout se boucle en fait. Donc à un moment, donc ça sera peut-être pas l'eau de chez nous, ça sera peut-être l'eau d'ailleurs, mais il y a des consommations cachées qu'on voit pas forcément. C'est ce qu'on appelle l'emprunto en fait. Ouais, c'est de l'eau virtuelle. Géraldine, l'eau virtuelle qu'on peut importer lorsqu'on achète n'importe quoi, parce que tout a besoin d'eau. Vous parliez d'efforts, et puis qu'est-ce qu'on peut faire sur les filières les plus consommatrices? Il y a encore des grandes réflexions sur le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Il y a eu un travail de fond qui a été engagé sur les filières agricoles pour aller vers une transition agroécologique. Encore une fois, les principes de micro-irrigation. Il y a des choses à faire, ça prend du temps. Voilà, donc c'est des solutions qui permettent d'économiser l'eau et de pérenniser une souveraineté alimentaire qui est aussi nécessaire. Voilà. Est-ce que le plan eau aussi prévoit ça, de réduire la consommation, de se fixer des objectifs en termes de consommation? Oui. C'est 10% de baisse de consommation à l'horizon 2030, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est assez conséquent, hein. On est sur 32 milliards de mètres cubes, donc ça fait quelques milliards de mètres cubes à économiser, à trouver à économiser, sachant que dans ce contexte de changement climatique, on est aussi à un horizon plus 4 degrés, qui fait qu'on aura plus soif, que la Terre sera plus sèche, qu'on aura besoin paradoxalement de plus d'eau. Donc il va falloir vraiment phosphorer pour mettre en place sur les territoires les solutions les plus adaptées et les combiner pour préserver cette ressource. Phosphorer. Phosphorer. Travailler. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait de mieux compter et de mieux mesurer ce qu'on consomme comme eau. Exactement. Ou ce qu'on prélève comme eau, parce que là c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où en fait on en sait rien. Ouais. Géraldine, Marie, justement, avec les enjeux actuels, les métiers en rapport avec l'eau sont amenés justement à prendre de plus en plus de place sur le devant de la scène. Je vous propose donc de découvrir un peu plus précisément vos métiers respectifs. C'est notre moment en coulisses. Alors, Marine, tu vas nous présenter les métiers de nos deux invités, et ce sont des métiers de terrain. Tout à fait. Géraldine, vous avez découvert l'existence de votre métier pendant vos études à l'université. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'hydrogéologie ? Alors, j'ai fait de la géologie. Et c'est vrai qu'en faisant de la géologie, on touche vraiment à plein de choses, dont l'hydrogéologie. Et le fait que ça soit... entre le dehors, le dedans, et justement, c'est très lié à la société, à nous, et à se dire, tiens, on aimerait bien essayer de trouver une solution pour être mieux, pour s'assurer que tout le monde ait accès à l'eau et soit en bonne santé. Donc en fait, en travaillant sur l'eau, en fait, en eau souterraine, en fait, on est obligé de travailler sur tous ces systèmes-là. Donc j'ai découvert ça à l'université et j'ai suivi jusqu'à être aujourd'hui dans ces histoires-là. Vous, Marie, votre intérêt pour la géologie vient de chasse aux fossiles avec votre grand-père quand vous étiez petite. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces balades ? Moi, je trouvais ça fantastique. Mes grands-parents avaient racheté une petite ferme sans animaux dans le Loir-et-Cher. Et avec mon grand-père, on partait bâton à la main pour chasser des vipères dans un premier temps. Mais en se baissant un peu, on y trouvait effectivement des traces de crevettes, de coques, voilà, sur un paysage totalement sec finalement, parce que j'y allais l'été, et ça me passionnait de savoir d'où venaient ces petites bêtes-là qui étaient fort cristallisées. Et c'est venu de là mon appétence pour la géologie, dans un premier temps. Et comment ensuite vous vous êtes orienté vers l'hydrogéochimie? C'est ce que vous faites aujourd'hui? Alors vers l'hydrogéochimie, donc la géologie, ça part du grand-père et ça part aussi de mon arrivée aux portes ouvertes de l'université, où j'ai trouvé des gens fort sympathiques, et le fait qu'on partait en camp de terrain et que je retrouvais mon bâton et mes petits fossiles dans la montagne, et il y avait les fêtes aussi. Ça, c'était très intéressant. Et ensuite, au fur et à mesure, effectivement, je me suis intéressée plutôt sur l'après-mine, en fait, sur les mines
Géraldine qui, une fois délaissée, l'eau re-remplit les galeries et en fait, il y a des problématiques de drainage mini-acide, ce qu'on appelle, à l'exorde de ces mines et ces eaux rejetées dans la nature contiennent parfois de l'arsenic et ça, c'est un de mes premiers sujets d'études lorsque j'étais à l'université et ça m'a passionnée d'avoir ces notions de géochimie pour protéger la nature de la contamination, et ensuite, comme elle rejoignait les eaux souterraines, tout ça, c'est comme ça que je me suis intéressée. Aujourd'hui, Géraldine, vous montez des projets de recherche à l'international et vous avez aussi beaucoup voyagé dans votre carrière. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences dans d'autres pays ? Alors, c'était pas forcément à l'international, mais des projets de recherche européens ou nationaux, mais en bilatéral avec d'autres pays. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir par le travail d'hydrogéologue d'autres pays qui n'ont pas du tout la culture européenne, comme en Inde et puis au Brésil. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, on découvre à quel point on sait ce que c'est d'être français, on sait ce que c'est d'être européen. Enfin, on découvre d'autres... que le quotidien des personnes, en fait, c'est le quotidien de plein de gens, c'est-à-dire vivre bien. Finalement, vous découvrez un pays à travers l'eau. Ouais. Et on voit à quel point on est privilégié, à quel point on n'a pas les mêmes réglementations, à quel point on fait pas face, on n'est pas logés tous à la même enseigne au niveau de la santé et puis même de l'environnement de vie. Et c'est vrai que ça ouvre les yeux. Et après, on apprend aussi des langues. Alors, soit on apprend des langues, des petits bouts de mots, parce qu'en fait, on n'y arrivera jamais. Parler hindi, clairement, c'est... D'ailleurs, en parlant de voyage, je trouve que vous avez une anecdote à nous celle-là. partager. En plus, Mariella, c'est génial. Une histoire de demande de chemin. Oui, en fait, quand on travaille sur ces projets-là, alors, étant modélisatrice, on y va, on est beaucoup dans notre bureau derrière notre ordinateur quand même. Mais quand on a l'occasion d'aller sur le terrain et puis on se retrouve assez dans le consortium des collègues du projet, on se retrouve pour se partager les vues, les résultats, etc. Et donc c'était en Inde, c'était Bombay, je ne sais plus d'ailleurs. Bref, et Delhi. Et en fait, on avait très très envie d'aller à pied puisqu'on était avec notre collègue Wolfram Klopman, que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer. Et donc, on s'est dit, on y va à pied pour encore plus découvrir, puisqu'on est là peu de temps. Et on y va à pied, puisque sur la carte, ça paraît être facile, en fait. Et puis, en fait, il y a des gardiens partout. Il y a, entre la carte et la vraie vie indienne, il y a tout un monde. Et en y allant, on demande à passer, puisqu'il y avait un gardien. Et il fallait juste aller de l'autre côté. Et il nous parle avec les mains, puisqu'il parlait indien, qu'il fallait passer à droite, à gauche. Puis à un moment, il a fait un geste un peu bizarre, comme ça. Enfin, ça faisait un truc comme ça et comme ça. Alors, c'est une direction qu'on maîtrisait pas très bien. Et donc, du coup, on a fait ok, on y va. Et il rigolait beaucoup aussi. Hein. Et on était bien habillés avec notre petit sac. Et donc, en y allant, en fait, on a découvert que le comme ça, en fait, fallait passer sous un petit chemin creusé en dessous d'un pipeline pour pouvoir repasser par-dessus, pour repasser par-dessus. Bref, c'était assez comique. Et là, on était... on s'est dit, les indications indiennes nous ont bien fait rigoler. Le géologue aime bien passer au-delà des sentiers battus. Et là, nous sommes retrouvés à 4 pattes, avant une conférence sous le gros pipeline indien. Ouais. Alors, monter un projet de recherche, c'est pas gratuit. Il faut faire des demandes de financement. Et pour vous, Marie, un des moments forts dans votre métier, c'est quand vous parvenez à décrocher des subventions. Alors, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? C'est la fête ? C'est énormément de joie parce que c'est beaucoup de travail. Le montage d'un projet de recherche qui est soumis à un appel à projet, qu'il soit national, européen ou international, c'est très compétitif. C'est qu'il y a un gros pourcentage du temps de notre métier qui est passé à la recherche de ces fonds. Et donc, c'est beaucoup d'investissement. On doit co-construire un projet avec beaucoup de partenaires. Et c'est une joie infinie de recevoir ces subventions pour travailler souvent pour des périodes de 3 à 4 ans sur une thématique avec une équipe.
Et c'est vrai que c'est un peu... alors, il y a le projet à réaliser, bien sûr. L'autre joie, c'est à la fin du projet qu'on a tout fini et qu'on a publié nos papiers scientifiques, qu'on a disséminé aussi notre science. Mais c'est vrai que c'est une grosse étape dans nos carrières de décrocher des projets d'intérêt. Ouais. Alors, vous participez aussi à des groupes de travail pour guider les décisions politiques sur la gestion de l'eau. Mais quand vous vous adressez à des politiques, vous n'avez pas des hydrologues devant vous. Donc, j'imagine qu'il y a un certain travail de vulgarisation, finalement, pour transmettre vos connaissances. Comment vous adaptez votre communication ? Alors, on travaille beaucoup avec Géraldine. On a beaucoup travaillé ensemble au cours de ces 15 dernières années pour avoir une sémantique commune, un vocabulaire commun qui soit accessible au plus grand nombre. Et puis avec les collègues aussi, c'est un travail en fait qui se fait en co-construction pour vraiment avoir le bon message à apporter, qui soit bien clair, bien compréhensible. Alors l'intérêt aussi, c'est que lors de ces échanges et de ces groupes de travail, il y a des séances de questions-réponses aussi, où on peut un peu expliciter notre recherche. Mais c'est vrai que ça s'apprend aussi. Ça fait partie de la médiation scientifique, d'avoir les bons mots pour que les oreilles soient bien attentives et entendent bien les messages. Oui. Géraldine, pour vous, un aspect important du métier de chercheur, c'est la remise en question, donc surtout ne pas se reposer sur ses acquis et continuer à apprendre. Aujourd'hui, dans quel domaine vous continuez à apprendre ou vous aimeriez apprendre ? Comme c'est un travail qui est pluridisciplinaire et puis à chaque fois qu'on est en train de demander quel est l'impact de telle action sur les eaux souterraines, à chaque fois, moi j'ai découvert énormément de choses du monde agricole, beaucoup de choses sur l'urbain aussi. Et là, très récemment, on travaille à justement connaître les relations et les interactions entre les réseaux d'assainissement et les eaux souterraines, puisque là c'est un gros sujet pour la gestion du réseau d'assainissement pour les villes. Et puis, on travaille aussi surtout sur l'impact de l'aménagement du sol sur les plans d'urbanisation locale, pour savoir si oui ou non ça va dégrader le champ captant qu'il faut absolument protéger. Bon, alors là, donc on parlait de processus au début de l'émission, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qui est négligeable, non négligeable, majeur, etc. Bon, là, il y a tout qui se télescope. Et alors là, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et donc, c'est là-dessus sur lequel je travaille. Et donc, du coup, je pense qu'en urbanisation, je vais commencer à devoir prendre des cours. Alors, avant de se quitter, on va découvrir le coup de cœur de nos invités. Alors Marine, je crois qu'il y a une de nos deux invitées qui est assez rock'n'roll. Tout à fait. Géraldine, votre passion, c'est la musique. Depuis 2010, vous jouez du violon et de l'alto dans un groupe de rock instrumental qui s'appelle Have the Moscovic. Corrigez-moi si je me trompe. C'est très bien. Je crois qu'on peut écouter un extrait, je crois qu'on en a un. Est-ce que vous avez déjà pensé à en faire votre activité professionnelle principale ou... Non, jamais de la vie. non, on est vraiment dans... Là, on est... déjà, ça fait longtemps qu'on ne croit plus à ça. Mais vous y avez cru à un moment, ça a été... Je pense qu'à 16 ans, ouais. Comme tous les enfants de 16 ans, je pense. Non, là, c'est vraiment un plaisir. Puis c'est vraiment faire de la musique, jouer en groupe, jouer en collectif. Donc là, c'est le groupe. Et c'est vrai que c'est des moments où on fait ça quand on peut. On partage des moments de concert, on enregistre, là on va bientôt enregistrer à nouveau, on fait ça, c'est vraiment un échappatoire super. Et on le fait au plus sérieusement qu'on peut, parce qu'on aime les choses, c'est un moment de production aussi, mais c'est vrai que on le fait quand on a le temps, quoi. Donc vous faites du violon, est-ce qu'il y a d'autres instruments qui vous tentent ? Ah oui, j'aimerais savoir tout jouer, moi. Okay. Marie, un de vos passe-temps, c'est la lecture et vous avez une recommandation pour nous. Donc, c'est La fabuleuse histoire de la Terre par Aina Bestar. Je crois on l'a sur le plateau. Pourquoi vous avez choisi ce livre ? J'ai choisi ce livre parce que l'art prend naissance dans la matière, et là, en l'occurrence, la matière, c'est notre histoire, c'est l'histoire de la planète Terre, et ça, je trouve ça fantastique, et c'est une vraie invitation au voyage, en restant calé bien confortablement dans son canapé. Donc, j'ai des petites photos, mais il y a
Ce graphisme m'a complètement séduite et au-delà du graphisme de ce livre, dedans, il y a des petites choses qui sont un rappel aussi à l'enfance. Alors, il y a des illustrations, mais il y a des textes qui peuvent être assez compliqués quand même, puisque c'est quand même notre histoire et il y a des choses qui se sont passées. Alors, vous pouvez soulever des choses comme sympa, ça, je trouve ça fantastique. Voilà, c'est assez ludique, c'est vraiment pour les petits et les grands aussi. Et puis, il y a ces fabuleux calques, là, qu'on voit, qui nous permettent d'avoir une dynamique dans un livre. Voilà, donc ça, c'est aussi les principes de la modélisation. Donc on conceptualise au début avec des graphiques. Voilà, donc là, c'est le Big Bang que vous venez de voir sous vos yeux ébahis avec notre système solaire ici. Et donc, tout le long du livre, voilà, on a des choses qui sont merveilleuses. Voilà, qu'on peut. Voilà, ça, c'est un océan de lave. Voilà, avec cette lune immense. Moi, je voyage. Voilà. Ça pourrait donner des idées pour éventuellement le faire pour mieux comprendre les eaux souterraines. Tout à fait. Et il faut savoir que Aina Bestar a fait d'autres illustrés sur les paysages aussi. Donc, je pense qu'il y a un truc sur les océans. Enfin, c'est franchement à regarder. Et effectivement, si elle m'entend, pourquoi pas faire une collaboration sur les eaux souterraines. Moi, j'en serais ravie, oui. Merci à toutes les deux pour cette immersion dans les eaux souterraines. Science en question, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Ciao les sorciers!